Quand des lunatiques envoient ces cafards sur Mars dans le cadre d'une expérience, ils sèment, à leur insu, les graines du pire cauchemar de l'humanité. Au cours des 500 années suivantes, les cafards évoluent en ces machines à tuer intelligentes et incroyablement musclées. Et quand les humains finissent par atterrir sur Mars pour la coloniser, sans se douter de ce qui les attend, ils se dirigent directement vers un massacre. La plupart sont massacrés par ces monstres, et ceux qui parviennent à s'échapper rapportent sans le savoir un virus mortel porté par les cafards, un virus qui commence à tuer des gens sur Terre. Le temps presse, la NASA fait ce qu'elle sait toujours faire de mieux, elle utilise la science pour résoudre le problème. Cette fois cependant, elle envoie des soldats génétiquement modifiés sur Mars pour éliminer les monstres et récupérer un remède. En l'an 2619, lors d'un tournoi de combat souterrain à Bangkok, l'annonceur déclare la dernière manche, affirmant que l'homme le plus fort de la Terre sera couronné ce soir. Il y a un tas de gens extrêmement riches dans le public, ainsi que 2 agents sous couverture qui attendent. L'annonceur présente le premier candidat, Isamaru Akari, un maître de karaté japonais. Un flashback montre les souvenirs d'adolescence d'Akari, assis seul lorsqu'une fille orpheline nommée Yuriko lui offre des boulettes de riz. Elle est l'amie d'enfance d'Akari et son seul véritable amour. L'annonceur déclare que Yuriko souffre d'une maladie terrible et a besoin d'une greffe d'organes immédiate, et c'est pourquoi Akari est ici, pour gagner l'argent du prix pour elle. Akari se met en colère car il ne voulait pas que le présentateur évoque son histoire très triste, mais en tout cas, il se prépare à affronter son adversaire, un ours noir. Akari est choqué, ne s'attendant pas à affronter une bête et manque de se faire dévorer par l'ours instantanément. Il réalise que ces gens n'ont jamais eu l'intention qu'il gagne, mais le visage de Yuriko, son amante, le motive. Il monte sur le dessus de la cage, bluffant qu'il va gagner malgré les chances, et saute sans peur sur le dos de l'ours, étranglant son cou aussi fort qu'il peut. Mais l'ours parvient à le repousser avec sa force brute, et avant qu'il ne puisse se remettre debout, il l'attaque avec ses griffes. Les yeux d'Akari se remplissent de larmes alors qu'il se voit être dévoré vivant par l'ours. Dans ces derniers moments, il se rappelle du jour où il a rencontré Yuriko récemment. Elle s'est emportée contre lui, ne voulant pas de sa pitié pendant ces derniers jours, et lui a dit de la laisser tranquille, le traitant de monstre pour une raison quelconque. Actuellement, les 2 agents infiltrés se demandent si Akari est vraiment le gars qu'ils recherchent. Selon leurs recherches, Akari a des pouvoirs étranges, et c'est pourquoi ils sont là pour confirmer si c'est vrai. Akari se remémore un autre souvenir lorsqu'il a rencontré à nouveau Yuriko, lui promettant qu'il avait trouvé un donneur pour elle, ce qui la rend heureuse, partageant ses rêves d'explorer le monde et de faire des choses qu'elle n'a jamais pu faire. Ils espèrent tous 2 que cela deviendra réalité, et Akari, bien qu'il n'ait pas pu le faire à l'époque pour Yuriko, exprime maintenant combien il l'aime et veut qu'elle vive. Il ne peut pas se laisser mourir, et avec cette détermination, une puissance traverse son corps et il se relève en ressemblant à un démon, poignardant l'ours dans l'œil avant de le jeter au sol, mais il ne s'arrête pas là et l'écrase avec ses pieds, vainquant la bête et choquant le public. Après avoir remporté le tournoi, Akari confronte directement l'organisateur du tournoi qui révèle qu'il était si certain qu'Akari allait perdre qu'il avait déjà vendu sa jolie petite amie. Akari exige de savoir à qui elle a été vendue et l'organisateur pointe derrière lui, révélant Shokichi et Michel, les 2 agents infiltrés d'avant. Akari exige que Shokichi lui rende Yuriko, mais Shokichi révèle avec stupeur que Yuriko est déjà morte. Akari n'arrive pas à croire ce qu'il entend. Il s'emporte, donnant un coup de pied à Shokichi au visage de toutes ses forces, mais n'arrive pas à le faire bouger d'un poil, indiquant que Shokichi est monstrueusement fort. Michel dit à Akari de se calmer, expliquant qu'ils sont de son côté et que la seule raison pour laquelle ils ont acheté Yuriko aux organisateurs était pour la sauver, mais il était déjà trop tard. Shokichi étreint Akari, comprenant sa douleur, et lui dit de ne pas perdre espoir, car même s'ils n'ont pas pu sauver Yuriko, ils peuvent sauver d'autres enfants atteints de la même maladie qu'elle. En se présentant comme le commandant de l'équipe d'exploration de Mars de la NASA américaine et Michel comme la seconde, Shokichi révèle que Yuriko a été infectée par un virus de l'espace qui l'a tuée. Si ce virus se propage, il prendra la vie de millions de personnes. Et pour éviter cela, la NASA prévoit d'envoyer des guerriers dignes comme Shokichi et son équipe sur Mars. Et Shokichi veut recruter Akari parce qu'il est assez fort pour faire face aux dangers inconnus qui résident sur cette planète. Akari les accompagne, mais continue à pleurer la perte de Yuriko, ce à quoi Shokichi se joint en pleurant avec lui. Plus tard,
Akari se réveille au siège de la NASA et apprend de Michel qu'il a dormi pendant la semaine passée. Michel révèle aussi qu'ils ont fait subir à Akari une opération pour rendre son corps assez fort pour survivre dans l'atmosphère de Mars. En raison de la génétique d'Akari, ils étaient déjà certains que l'opération réussirait même s'il n'y a qu'un taux de survie de 36%, et c'est pourquoi ils l'ont recruté. Pendant ce temps, Shokichi discute avec un groupe de personnes sur le point de subir la même opération lorsqu'Adolf, un membre du personnel exécutif de la NASA de la division allemande, arrive avec une fille nommée Eva qui veut aussi l'opération. Le groupe salue Adolf et essaie de se faire connaître, mais comme statistiquement la moitié d'entre eux sont voués à mourir, Adolf les ignore complètement et s'éloigne. Michel aide Akari à se lever de son lit quand il ne peut s'empêcher de fixer ses globes dorés, ce qui la pousse à le prévenir que s'il essaie encore pendant l'entraînement ou lors de la mission, elle lui fera payer. Quoi qu'il en soit, elle emmène Akari en bas et Marcos du groupe, sur le point de subir la chirurgie, s'approche de lui demandant son expérience. Comme Akari dit qu'il n'avait un taux de survie plus élevé que grâce à ses gènes, les gars se moquent de lui, pensant qu'il essaie de se vanter ou de se comporter de manière supérieure. Akari n'aime pas leur attitude, mais il se contrôle, sachant que les garçons sont des garçons ici. Pendant ce temps, Sheila dit à Eva d'ignorer les garçons, disant que Marcos et Alex sont comme ça depuis l'enfance. Eva devient envieuse après avoir entendu que Sheila connaît déjà les garçons car elle se sent seule, et Sheila la réconforte, lui tenant la main et lui disant qu'elle n'est plus seule car ils sont tous ensemble dans cette situation. Peu après, Michel rassemble le groupe juste avant leur opération avec Akari, pour les informer de leur mission. Le virus moteur extraterrestre, connu sous le nom de virus AE, est venu de Mars, et s'il infecte, il y a 0% de chance de survie. Leur mission est de se rendre sur Mars, de découvrir comment vaincre le virus en fouillant tout et de ramener des échantillons. Cependant, il y a un problème majeur, ce qui explique pourquoi la NASA recrute des personnes fortes comme Akari. Apparemment, chaque fois que la NASA a envoyé une équipe sur Mars, aucune d'entre elles n'est jamais revenue à cause d'un certain type d'organisme appelé le terraformer, une forme évoluée de cafard qui vit sur Mars depuis 500 ans. Michel clarifie à nouveau en disant au groupe qu'ils vont partir en guerre contre ces terraformers pour sauver l'humanité de l'extinction. Une autre réunion est tenue où l'hôte informe les dirigeants de l'équipe d'exploration de Mars au sujet du virus AE. En raison de sa dangerosité, le virus n'a pas été rendu public, bien qu'il soit apparu la première fois il y a 42 ans. Les cas ont considérablement augmenté au cours des 20 dernières années, et un des membres de la réunion nommé Rouski rejette la faute sur Shokichi. Michel ne lui permet pas d'en dire plus, alors l'hôte de la réunion continue en déclarant que puisqu'ils ne peuvent pas cultiver le virus ici sur Terre, ils n'ont pas encore pu créer de vaccin. Et c'est pourquoi ils doivent obtenir des échantillons de Mars, la zone source du virus. Des semaines plus tard, Shokichi, en tant que capitaine de l'équipe d'exploration de Mars, part pour Mars et quitte l'atmosphère terrestre à bord du vaisseau spatial Annex 1, estimant 39 jours avant l'arrivée. Il est révélé que tous les membres recrutés sont vivants après l'opération chirurgicale, et ils se promènent actuellement ensemble dans le vaisseau spatial. Sheila suggère qu'ils se lâchent complètement et explorent tout le vaisseau. Et les garçons, adorant l'idée, commencent à courir dans tous les sens. Ils ne sont pas les seuls sur la mission, car il y a beaucoup d'autres personnes dans ce voyage vers Mars. Sheila et Eva discutent lorsqu'Eva mentionne qu'elle a remarqué que Sheila regardait Shokichi étrangement. Sheila l'ignore d'abord, mais révèle ensuite qu'elle est tombée amoureuse de lui la veille de son opération. Elle est devenue déprimée et a sauté l'entraînement, et c'est Shokichi qui est venu vers elle, non pas pour la motiver, mais pour pleurer avec elle, montrant à quel point il est compatissant. Depuis lors, Sheila ne peut pas s'empêcher de penser à lui. Cependant, elle ne peut pas simplement lui avouer ses sentiments pour des raisons évidentes. Quoi qu'il en soit, Sheila change de sujet et dit à Eva de venir explorer les douches avec elle. Mais en entrant, elle voit une dame en train de se changer et sont fascinés par son apparence. La dame semble également être au courant de la situation de Sheila et lui conseille de se confesser avant de quitter la pièce. Quelques semaines passent et les garçons sont maintenant suffisamment à l'aise pour passer du temps à jouer autour du vaisseau spatial. Alex joue au ballon avec Akari, et il semble aussi assez puissant et est bon pour lancer la balle. Ils sont juste en train de s'occuper de leurs affaires quand soudain un gars blond nommé Ivan arrive, attrapant le col d'Alex et ayant l'air très énervé.
Apparemment, Alex a répandu des rumeurs à son sujet, disant que les parents d'Ivan l'ont vendu, lui et son frère, pour de l'argent de l'essence parce que sa mère ne pouvait pas se vendre. Non seulement cela, Alex s'est moqué aussi du frère d'Ivan, qui est mort pendant l'opération. C'est pourquoi Ivan veut lui faire payer. Mais juste au moment où il est sur le point de le frapper, Alex le frappe le premier à la vitesse de l'éclair, l'assommant instantanément. Alors que l'ami d'Ivan est sur le point de sauter, Adolphe intervient rapidement et dit aux deux parties de garder leur colère pour Mars, en déclarant que la plupart d'entre eux vont mourir pendant la mission. Plus tard, Sheila soigne les blessures d'Ivan et il tombe immédiatement amoureux d'elle, le rendant si évident que les autres se moquent simplement de lui. Akari dit en plaisantant à Ivan de ne pas trop espérer, révélant devant tout le monde que Sheila est amoureuse de leur capitaine Shokichi. Réalisant qu'il vient de révéler Sheila, il s'excuse auprès d'elle et demande à tout le monde de garder le secret. Alex vient réconforter Ivan et ce simple geste les détend et ils deviennent amis. Le temps passe et avec seulement 3 heures restantes avant que l'équipage n'atterrisse sur Mars, la scène se déplace vers la Terre, plus précisément dans un bar au Japon où le commandant adjoint de la mission Annex 1 de la NASA, qui est également major dans la force de défense aérienne japonaise, Hiruma Shichizi, rencontre un homme nommé Professeur Honda. Honda se cache depuis longtemps, vivant paisiblement comme barman. Shichiz confronte Honda à propos de son implication dans le projet Bugé de la NASA en tant qu'ingénieur il y a 20 ans et comment il a essayé de se rebeller contre sa propre équipe, ce qui a finalement échoué. Il révèle également que Honda a utilisé le frère aîné de Shichize, Ichiro. Mais au lieu de chercher à se venger, Shichiz est venu ici pour donner à Honda une deuxième chance, en demandant son aide et des informations concernant la mission Annex et le projet Bug. De retour dans le vaisseau spatial, Alex joue à attraper avec Sheila quand le capitaine Shokichi parle à travers l'interphone, informant tout le monde qu'ils sont sur le point d'entrer dans l'atmosphère de Mars et qu'ils vont bientôt commencer leur descente. Avec la mission commençant dans moins d'1 heure, tout le monde est terrifié, sans savoir à quel point leur ennemi sera fort ou terrifiant. Il y a seulement quelques jours, Eva avait cherché conseil auprès de Adolphe, qui l'a aidé à faire face à sa peur en l'assurant qu'elle irait bien puisqu'ils ont tous été formés pour vaincre les Terraformers. Alors même si tout le monde a peur, ils peuvent encore le supporter ensemble. Mais au fond, Eva est toujours morte de peur, espérant qu'ils n'arriveront jamais sur Mars. Soudain, la zone D et la zone S deviennent complètement sombres sur les caméras, alors Shokichi demande à Michel d'aller vérifier ce qui s'est passé. Akari et Marcos sont juste à l'extérieur des toilettes de la zone S quand ils entendent quelqu'un prendre une douche et se demandent qui c'est. Akari est attiré par l'odeur provenant de l'intérieur, et après que Marcos lui ait dit que c'est probablement une femme chinoise qu'il a vue entrer là-bas il y a 1 heure, Akari essaie de regarder à travers la ventilation, mais à sa grande surprise, il la trouve le fixant directement avec un regard froid et immobile. Juste à ce moment-là, un terraformeur apparaît, révélant qu'il a déjà pris la vie de la femme et que sa prochaine cible est Shokichi. En revenant sur Terre pour un bref instant, Honda explique à Shichizei que les terraformeurs peuvent infiltrer n'importe quelle structure, ce qui explique en quelque sorte comment l'un d'eux est entré dans le vaisseau spatial avant même qu'il n'atterrisse sur Mars. Le terraformeur attaque Akari avec une matraque et Akari l'esquive de justesse. Face à ce cafard évolué, Akari a l'impression d'être l'insecte réel devant cette brute, mais il ne cherche pas à fuir. Au lieu de cela, il décide de rester et de donner à Marcos suffisamment de temps pour courir jusqu'à l'entrepôt où la drogue est stockée. Mais à ce moment-là, Michel arrive et dit à Akari de s'enfuir aussi. Akari refuse, affirmant qu'il doit se battre à ses côtés car seuls lui et Michel sont assez forts pour affronter ce monstre. Il explique que la chirurgie que tout le monde a subie leur a donné des capacités spéciales. Mais pour activer ces capacités, un médicament spécial est requis que personne sur ce navire n'a actuellement. Et parce que sans ce médicament, seul Akari est assez fort pour se battre, il veut rester en arrière. Mais c'est précisément pourquoi Michel veut qu'Akari poursuive Marcos, soupçonnant qu'il pourrait y avoir plus de terraformers sur le navire. Elle a raison, car dans une autre zone, l'un des terraformers est déjà en train de se déchaîner, écrasant les gens comme des insectes, jouant le dernier Uno Reverse. Certains membres de l'équipage restent courageusement en arrière pour se sacrifier, gagnant du temps pour que les autres atteignent l'entrepôt et récupèrent le médicament. Akari se dirige aussi vers l'entrepôt, se rappelant les instructions que Shokichi a données lors d'une réunion précédente. Shokichi avait expliqué que le médicament améliore leur force physique et fait ressortir les capacités qu'ils ont reçues grâce à la chirurgie, mais il met également une pression extrême sur le corps.
Quoi qu'il en soit, ils en ont besoin s'ils veulent survivre au massacre qui se déroule actuellement. Akari et Marcos atteignent enfin l'entrepôt, mais à leur grande surprise, 2 terraformers sont déjà à l'intérieur, saccageant tout et détruisant l'ensemble des fournitures de médicaments. Akari est choqué, d'autant plus lorsqu'il réalise que les 2 terraformers les ignorent complètement, se concentrant uniquement sur la destruction des médicaments. Pourrait-il être assez intelligent pour comprendre que, sans ces médicaments, les humains ne posent aucune menace? Une embuscade similaire a eu lieu il y a 20 ans lors du projet Bugs 2, et l'on pourrait soupçonner que le même groupe de terraformers les terrorise à nouveau. L'un d'eux massacre tout le monde dans le couloir et s'approche menaçant d'Eva. Ses amis lui crient de courir, mais elle est tellement terrifiée que ses jambes cèdent et elle finit par se faire pipi dessus de peur. Pendant ce temps, Shokichi annule la mission et informe son supérieur sur Terre qu'il veut revenir, disant qu'ils peuvent utiliser les terraformers qui ont infiltré le vaisseau comme échantillon pour la recherche virale. Il a déjà fait tourner le navire, mais les supérieurs refusent de lui laisser annuler la mission. Ils lui ordonnent de suivre le plan Delta, affirmant que 6 échantillons ne suffisent pas. Mais qu'est-ce que le plan Delta exactement? Shokichi essaie de discuter, disant que les chances sont impossibles. Et puis, comment les terraformers ont-ils su pour leur mission? Il est clair que quelqu'un de leur côté doit être de mèche avec eux. Il supplie ses supérieurs d'écouter, mais avant que quoi que ce soit puisse être résolu, une explosion soudaine secoue le vaisseau, le faisant chuter librement vers Mars. Tous les sous-commandants rejoignent le combat aux côtés de Michel. Shokichi vient du Japon, Adolphe vient d'Allemagne, Liu vient de Chine, Michel vient d'Amérique, Asimov vient de Russie, et Joe vient de Rome, ce qui fait d'eux les armes anti-terraformation de leurs nations respectives. Shokichi retrouve Akari et Marcos, leur disant de se diriger vers les vaisseaux de sauvetage pendant qu'ils s'occupent des 2 terraformers dans l'entrepôt. Michel informe le reste des sous-commandants, indiquant que le navire a été envahi de tous côtés. Pour sauver autant de membres d'équipage que possible, elle assigne des rôles en envoyant Joe et Liu au quartier de l'équipage, en disant à Asimov de sécuriser l'entrepôt et en donnant à Adolphe la tâche de défendre les navires de secours. Shokichi diffuse via le haut-parleur, révélant que l'explosion précédente a endommagé le moteur principal et qu'ils vont s'écraser sur Mars. Il change donc la mission pour le plan Delta, dirigeant tout le monde vers le hangar où se trouvent les navettes d'évacuation, puisqu'un atterrissage en toute sécurité n'est plus une option. Le terraformer s'approchant d'Eva réagit aux ordres de Shokichi, grognant quelque chose dans sa propre langue, peut-être appelle-t-il son camarade. Quoi qu'il en soit, Joe saisit l'occasion et tire Eva en lieu sûr. Pendant ce temps, Asimov arrive et s'associe avec Shokichi pour neutraliser les 2 terraformers dans l'entrepôt. Ailleurs, Adolphe se prépare à en affronter un seul dans le hangar. Alors que le vaisseau entre dans l'atmosphère de Mars, des centaines de terraformers l'entourent. En les regardant par la fenêtre, Joe réalise que le terraformer d'avant appelait à l'aide. Marcos et Akari rejoignent Alex et les autres survivants à la porte du hangar. Sentant quelque chose de louche, Akari les empêche d'entrer, soupçonnant qu'un terraformer pourrait être à l'intérieur. Puisqu'il est le seul assez fort pour les gérer sans le médicament, il se porte volontaire pour ouvrir la porte lui-même. Lorsqu'elle s'ouvre, il trouve Adolphe en train de combattre un terraformer. Mais pas besoin de paniquer. Les commandants de sous-marins gèrent la menace avec aisance. Michel utilise le médicament sur elle-même, active ses capacités et frappe littéralement l'âme du terraformer devant elle. De même, Adolphe anéantit celui du hangar, le brûlant jusqu'à ce qu'il ne reste rien, laissant les recrues stupéfaites. Shokichi et Asimov battent le duo au dépôt également. Liu s'occupe d'un autre ailleurs sur le vaisseau et Joe abat celui dans la zone commune. Ainsi, les 6 terraformers à bord du vaisseau sont éliminés, mettant fin à l'assaut. Tout le personnel est réuni dans le hangar où Shokichi explique ce qu'est le plan Delta. Le plan consiste à atterrir sur Mars en utilisant 6 vaisseaux de secours à grande vitesse. Étant donné que tout le monde ici vient de différents pays, Shokichi dirigera personnellement la première division des Japonais et des Américains, tandis que Michel dirigera la deuxième du même groupe. Asimov prend la tête de la division russe et scandinave, la 3e, tandis que Liu dirige la 4e pour la Chine et l'Asie. Pour les 2 dernières divisions, Adolphe commandera les Allemands et les Sud-Américains, et Joe prendra la responsabilité des Européens et des Africains. Ils se sont répartis en 6 groupes pour éviter d'être envahis par les cafards. Shokichi ordonne à toutes les divisions de rester en contact radio après l'atterrissage, puis se prépare à partir. Sheila et Eva sont séparées car elles viennent de pays différents, mais elles promettent de rester en sécurité.
Marcos, Alex et Akari se joignent et le groupe fait le serment de se retrouver. Peu après, les vaisseaux sont libérés et leur vitesse est si élevée qu'ils traversent littéralement les cafards. Ailleurs, il y a un cafard à l'ère suprême qui a démonté une arme. Peut-être est-ce le chef local. Le vaisseau de la 2e division atterrit en toute sécurité sur Mars. Une fois que Michel confirme qu'il n'y a pas de cafard à proximité, son équipe se déplace. Akari est émerveillée de voir un beau lac près d'une chaîne de montagnes. Une fille mentionne qu'elle a vu des photos de Mars prises au XXe siècle, il y a 500 ans, et à l'époque, d'eau, alors elle est émerveillée par la beauté de la planète maintenant. Eh bien, sauf pour les cafards sanguinaires et gigantesques qui rôdent partout. Michel cache ses émotions et dit à l'équipe de ne pas agir comme s'ils étaient en pique-nique, car ils sont probablement à des milliers de kilomètres des autres. Ils doivent installer le camp ici. Ils ont de l'eau, mais seulement 40 jours de nourriture. Michel retourne au vaisseau pour contacter les autres divisions, avertissant Akari, Alex et la fille sans nom de rester vigilants, car les cafards peuvent être partout. L'équipe de Shokichi atterrit aussi, et Sheila est surprise de pouvoir respirer, étonnée des effets de l'opération. Shokichi se concentre rapidement sur les mesures défensives. Ils ont presque épuisé les stocks de drogue de combat, car seules les réserves sur les vaisseaux de secours sont intactes, puisque tout l'inventaire a été détruit dans la salle de stockage du vaisseau principal. Les équipages d'Asimov et d'Adolphe atterrissent également en toute sécurité, mais Joe, toujours en vol, est pris dans un piège qui force son vaisseau à descendre. Entouré par les terraformeurs, Joe se rend compte que cela pourrait être la fin, exprimant combien il est étonné et terrifié par l'intelligence de ces cafards évolués. Le groupe d'Asimov vole aussi, confiant, car ils sont allés assez loin. Leur satellite est hors service, mais Elena sait exactement où ils vont. C'est les pyramides du mont Giza. Asimov a choisi cet endroit en pensant que les cafards ne s'attendraient pas à ce que quelqu'un visite le seul endroit célèbre sur Mars. Mais l'un des cafards s'est avéré plus malin que prévu, attaquant soudainement le groupe. L'un d'eux est tué et pour sauver les autres, Asimov intervient, se faisant couper les mains. Elena s'empare rapidement des médicaments et sentant le danger, le cafard ignore tout le monde et fonce directement sur elle, montrant à quel point il est intelligent. Elena sort un pistolet anti-terraformeur et Asimov pense qu'elle va gagner, mais le cafard l'attrape par la tête en premier et la jette vers le groupe. Shokichi informe tout le monde que comme ils suivent le plan Delta, un vaisseau de secours viendra de la Terre dans 40 jours. Et ils ont 2 missions d'ici là. Premièrement, retourner au vaisseau principal, redémarrer les laboratoires de virus et récupérer les échantillons. Deuxièmement, et surtout, survivre. Avec cet objectif, ils retournent à leur vaisseau de division, prévoyant de rencontrer la division de Michel, ignorant qu'un terraformeur se cache déjà au sommet de leur vaisseau. Le cafard fracasse son poing à travers la fenêtre, mais son coup de poing n'est pas destiné à Sheila. Au contraire, il vise les drogues. Tout le monde est terrifié, piégé à l'intérieur du vaisseau, mais Shokichi les calme, active le moteur et s'éloigne à grande vitesse. Il laisse la gravité faire le reste pour dégager le cafard du vaisseau. Shokichi n'échappe pas complètement cependant, car s'il le fait, il devra trouver un autre endroit sûr. Puisqu'il n'y a qu'un seul cafard ici, ils devront juste le tuer avant qu'il n'appelle du renfort. Alors, Shokichi part avec Marcos et un autre membre de l'équipage souriant, car il est sûr de pouvoir capturer ce cafard vivant. Sur l'ordre de Shokichi, Marcos et l'autre gars sont sur le point de prendre le médicament quand le terraformeur se met soudainement à courir dans la direction opposée. Il agissait comme un leurre, achetant du temps pour un autre terraformeur volant qui sort de nulle part et s'écrase sur le navire. Il balaye la zone, cherchant attentivement les médicaments et ne remarque pas Sheila trembler de peur, pointant un lanceur de filet anti-terraformeur directement sur son visage. Sheila, qui a appris à utiliser cette arme de son bien-aimé Shokichi, tire. Un filet est projeté, capturant le cafard. Ce filet n'est pas ordinaire, mais suffisamment solide pour que même ce terraformeur ne puisse pas s'échapper. Bien qu'elle tremble encore de peur, Sheila se retrouve face à face avec le monstre. Shokichi arrive et lui prend la main, clairement inconscient du jeu mortel qui se déroule. Avec le cafard maîtrisé, il remercie Sheila d'avoir sauvé la vie de tout le monde et loue son courage, puis demande à Marcos de l'aider à jeter le cafard dans la cage à insectes du navire. Mais alors qu'il se détourne, le cafard prend soudain la pose Kamehameha, surprenant tout le monde. De retour sur Terre, Shishiz révèle à Honda que la NASA lui avait ordonné de le tuer dès qu'il le retrouverait. Mais pourquoi? Qui est vraiment Honda? Est-ce qu'il est une sorte de savant fou responsable des cafards évolués sur Mars? Seul le temps le dira. Honda exige une explication, demandant si c'est parce que lui et son équipe
ont effectué la chirurgie des insectes sans la permission de la NASA il y a 20 ans. Chi-Cheese explique que ce n'est pas la raison. C'est parce que Honda a été négligent et a laissé sa technologie être volée. Apparemment, cette même technologie est celle que le cafard sur Mars utilise maintenant. Le cafard tire un projectile de gaz extrêmement chaud sur Sheila, la transperçant droit au cœur. Shokichi reconnaît immédiatement cette attaque terrifiante comme l'habilité d'un de ses anciens membres d'équipage d'il y a 20 ans. Alors pourquoi le Roach peut-il l'utiliser? Quand Sheila tombe, il est révélé que l'équipage qui est allé sur Mars il y a 20 ans a été injecté avec divers ADN d'insectes par Honda, les transformant en hybrides assez forts pour combattre les terraformars. Mais il semble que la technologie ait maintenant été volée par les terraformars eux-mêmes et les choses semblent pires que jamais pour l'équipage de Mars. Le frère d'Elena fond en larmes en voyant la tête décapitée de sa sœur. Asimov lui demande pardon, admettant que c'était de sa faute de ne pas avoir utilisé les médicaments plus tôt. Mais il n'y a pas de temps pour pleurer, car le terraformar appelle déjà des renforts. Pendant ce temps, Marcos oublie tout le reste et tue le terraformar capturé. Puis, il se tourne vers Sheila, qui s'accroche désespérément à Shokichi. Elle essaie de murmurer ses sentiments les plus profonds pour lui, mais elle est incapable de parler. Pendant son temps sur le vaisseau spatial, elle avait appris le japonais avec Akari, juste pour pouvoir avouer à Shokichi. Mais sa vie s'échappant, elle ne peut pas former les mots, peu importe à quel point elle essaie. Elle meurt douloureusement, remplie de regrets total, et Shokichi ne peut que serrer son corps sans vie, comprenant exactement ce qu'elle voulait dire. D'après la conversation entre Honda et Shichisei, il est révélé que la chirurgie subie par l'équipage actuel est la même que celle qu'Honda a initialement inventée. Cependant, elle n'est plus appelée la chirurgie des insectes, car elle a été légèrement modifiée par rapport à sa forme originale. De retour sur Mars, les sous-commandants réalisent que les cafards ont déjà compris leur plan de se séparer et savent d'une manière ou d'une autre exactement où chacun d'eux se trouve. Shokichi informe les commandants que les cafards ont également subi la procédure d'insectes en volant la technologie. Mais il ne les craint pas. En fait, il est excité, car la version que les cafards utilisent est dépassée, tandis que les humains sont équipés de la nouvelle version modifiée. Tout le monde utilise la drogue de combat sur eux-mêmes, une procédure connue sous le nom d'opération de l'organe de mosaïque de métamorphose humaine. Pendant ce temps, Honda parle à Shichisei des organes de mosaïque, qui sont les organes d'immunotolérance des terraformars qui ont été transplantés dans l'équipage humain il y a 20 ans. Apparemment, c'est cet organe même qui a provoqué une mutation drastique des cafards au cours des 500 dernières années, ayant évolué en adaptant ses capacités. Honda demande quelle est la différence maintenant, et Shichisei explique que contrairement aux terraformars, les humains peuvent utiliser cet organe avec plus que de simples insectes. En fait, cela fonctionne avec n'importe quelle espèce d'organisme sur Terre, pour simplifier. Une personne ayant subi cette opération peut posséder les pouvoirs de n'importe quelle créature vivante choisie, comme la carapace d'une tortue, les muscles d'une membracide ou les jambes d'un guépard. Avec ces pouvoirs supplémentaires, les humains sont confiants. L'un d'eux, dont la capacité implique des ailes, fait le premier mouvement. Mais juste au moment où elle est sur le point de s'envoler, un cafard avec une vitesse intense attrape sa jambe. Et ce n'est pas seulement celui-là. Tous ces terraformers peuvent se déplacer à 300 km/h. Mais les choses sont différentes maintenant. L'araignée chasseuse a la même vitesse qu'un cafard, mais avec une plus grande force et agilité. Marcos, qui a hérité de ce pouvoir, attaque l'un des cafards et lui arrache la tête d'un seul coup de poing. Il se souvient du temps où lui et Alex ont été présentés à Sheila dans leur enfance. Il l'a toujours vue comme une sœur, et maintenant qu'elle est partie, ses émotions le submergent complètement, le poussant dans un état de folie furieuse. Il tranche les cafards comme un fou, se remémorant encore les bons vieux jours avec Sheila, et jure de tuer chaque terraformer. L'araignée chasseuse se nourrit principalement de cafards, et ses poils peuvent détecter même les mouvements les plus subtils dans l'air, lui permettant de lire le mouvement de sa proie. De la même manière, Marcos peut sentir les mouvements des terraformers et les attaque férocement au moment où il sursaute. Cependant, l'araignée chasseuse frappe généralement depuis les ombres et manque d'endurance à long terme. Et tout comme elle, Marcos s'essouffle rapidement. Heureusement, il n'est pas seul, contrairement à l'araignée, et a des camarades comme Shokichi qui se précipitent pour l'aider. Il s'avère que les autres ont déjà vaincu les cafards restants dans la zone, mais Shokichi n'a pas fini. Il veut éliminer chaque dernier cafard dans la région et en capturer quelques-uns vivants pour les ramener comme échantillons. Ailleurs, Michel, qui possède le pouvoir de la fourmi Paraponera, combat un cafard à main nue, le maîtrisant par pure force.
La Paraponera peut soulever 100 fois son propre poids, et cela seul rend Michel redoutable. Mais ce n'est pas sa seule capacité. Elle a hérité du gène Paraponera de son père, le capitaine du projet Bugs, il y a 20 ans. Son autre capacité provient d'une fourmi explosive rare qui pouvait s'autodétruire, qu'elle a obtenue grâce à la chirurgie d'organes en mosaïque. Cependant, au lieu de se faire exploser, Michel fait exploser les cafards au contact. Et cela soulève la question Ikari, qui a vaincu l'ours au tout début de cette histoire en utilisant un pouvoir mystérieux, aurait-il aussi hérité de ce pouvoir de ses parents, qui faisaient peut-être partie du projet Bugs d'il y a 20 ans? Apparemment, les capacités acquises lors de la chirurgie de l'organe mosaïque peuvent être transmises. Chi-Chiz explique cela à Honda, révélant qu'ils ont observé un jeune homme qui possède à la fois des capacités héritées et les siennes propres. La NASA le considère comme leur meilleure arme. Ce jeune homme s'appelle Isamaru Ikari, et il est déjà sur Mars. Honda semble reconnaître le nom d'après sa réaction, mais il ne dit rien de plus. De retour sur Mars, Ikari active ses pouvoirs, décidant d'affronter 3 cafards qui approchent seuls. C'est la première fois qu'il utilise le médicament de combat, et bien que cela ressemble à lorsqu'il se transformait naturellement, cette fois, il n'est pas consumé par la rage ni poussé à perdre le contrôle. L'anime reste vague, mais la chirurgie a rendu son corps hautement compatible avec les pouvoirs des insectes. Ikari s'attaque au premier cafard avec un coup de pied rapide au mollet, puis contrôle son corps à distance avec des gestes de ses mains, utilisant une sorte de fil ou de fil invisible. Pour comprendre comment Ikari a obtenu ce pouvoir, nous devons examiner son passé. Peu après son arrivée en Amérique pour l'opération, Ikari s'est assis en silence devant un hôpital, tenant une poupée déchirée que sa petite amie, maintenant décédée, lui avait donnée. Un garçon l'a remarqué et a proposé de réparer la poupée, disant à Ikari qu'il avait été admis à cause d'une maladie en phase terminale qui ne pouvait pas être guérie. Le garçon Cela a rappelé à Akari sa petite amie, et réalisant qu'il mourait aussi du virus de Mars, Akari s'est éloigné, se sentant coupable et plein de remords, oubliant même de reprendre la poupée. Juste avant de partir pour Mars, Akari est retourné voir le garçon. Le garçon avait tenu sa promesse, révélant qu'il avait recousu la poupée dans un état parfait. En plaisantant, il souhaitait que quelqu'un répare sa vie comme il a réparé la poupée. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas possible. Michel avait conseillé à Akari de ne jamais donner de faux espoirs aux personnes souffrant de la maladie, mais Akari n'a pas pu s'en empêcher. Il a promis au garçon qu'il irait mieux, révélant qu'il allait sur Mars pour trouver un vaccin. Puis il a demandé ce que le garçon voulait manger une fois guéri. Le garçon a souri et a dit qu'il voulait des frites, apprendre le karaté, regarder un match de football, voir l'océan et plein d'autres choses encore. Alors qu'il énumérait des centaines de souhaits, Akari, submergé par la culpabilité, a rendu la poupée en guise de symbole d'espoir et lui a dit de continuer à se battre jusqu'à son retour. Maintenant sur Mars, Akari est rempli de détermination et commence à capturer les terraformeurs en utilisant ses fils invisibles. Il utilise clairement des cordes, mais cela ne semble pas être le pouvoir d'une araignée. À en juger par ses antennes, peut-être qu'il a les capacités d'un papillon de nuit. Quoi qu'il en soit, ce type coupe littéralement les bras et les jambes des cafards avec ses fils invisibles pour s'assurer qu'ils ne peuvent pas s'échapper, ce qui montre clairement qu'il est différent, avec des pouvoirs dignes d'un personnage principal. Michel continue d'éliminer les cafards et est soulagé d'apprendre qu'Akari en a déjà capturé 3. Les autres commencent à transférer les cafards capturés dans la cage à insectes, tandis qu'Alex se plaint de ne pas avoir encore eu l'occasion de montrer ses pouvoirs. Avec la zone débarrassée des cafards, ils examinent l'eau et il s'avère qu'elle a la même composition chimique que l'eau sur Terre. Avec la confirmation qu'elle est propre, Michel décide de prendre un bain, révélant ses globes dorés, ses chug-jug, ses cocomolons, ses ballons sacrés. Vous comprenez, Akari jette un coup d'œil avant que Michel ne le gronde, le poussant à se retirer maladroitement vers le navire. Pendant ce temps, Michel lave ses vêtements lorsqu'un cafard tombe du ciel et attaque le navire. Distrait par l'explosion, Michel ne remarque pas un autre cafard émergeant du lac, qui l'attrape et l'entraîne sous l'eau. Alors qu'elle sombre sous la surface, impuissante, son seul espoir est qu'Akari viendra à sa rescousse. Le cafard qui saute sur le bateau a des jambes incroyablement musclées, ayant l'air encore plus costaud que d'habitude. Alex, maintenant face à ce monstre intimidant, n'a pas d'autre choix que de se battre. Il prend rapidement le médicament, mais juste au moment où il le fait, le cafard se lance en avant, assénant un coup brutal qui envoie Alex voler. Sans perdre de temps, le cafard prend le contrôle du vaisseau et s'envole avec plusieurs membres de la division de Michel, toujours à bord.
Il y en a des douzaines à l'intérieur, mais aucun n'ose affronter cette bête. Après avoir pris une bonne distance d'Akari et d'Alex, le cafard se retourne, semblant se préparer à attaquer tout le monde sur le bateau. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, une balle de baseball frappe son oreille de nulle part. C'est Alex qui l'a lancé à des kilomètres, et Akari a attaché un fil à la balle, lui permettant de manipuler son mouvement comme un missile guidé. Utilisant le fil, Akari se hisse sur le navire et s'excuse immédiatement auprès de tout le monde de ne pas être arrivé plus tôt. Il maîtrise temporairement le cafard avec ses cordes, puis demande aux autres si quelqu'un a déjà essayé le saut à l'élastique. Apparemment, il prévoit d'utiliser ces fils pour faire descendre tout le monde du navire détourné en toute sécurité. Yaeko, une fille de leur équipe, proteste en disant qu'elle ne ferait pas quelque chose d'aussi dangereux, même si quelqu'un d'aussi séduisant qu'Akari le lui demandait. Mais Akari ignore ses supplications et les lance tous en même temps. Puis, il se tourne vers le cafard et remarque en plaisantant que ce type n'a clairement jamais sauté le jour des jambes. Il se demande si le cafard fait 1000 squats par jour, ou quelque chose comme ça. Mais blague à part, en jugeant par ses jambes, Akari soupçonne qu'il possède les pouvoirs d'une sauterelle. Pendant ce temps, Michel est toujours entraînée dans les profondeurs du lac par l'autre cafard. Alors qu'elle coule davantage, elle se demande à quel point ce lac est réellement profond. Ce cafard semble avoir les traits d'un coléoptère plongeur, et Michel se rend compte qu'elle n'a aucune chance contre lui sous l'eau. Juste au moment où le cafard est sur le point de lui mordre la tête, la scène coupe à un souvenir d'il y a 2 ans lorsque Michel s'était secrètement introduite dans la salle des serveurs de la NASA. Là, elle a découvert des dossiers confidentiels révélant que son père faisait partie du projet sur les insectes il y a 20 ans, et chaque membre de cette mission avait des capacités uniques basées sur les insectes. Elle et maintenant Akari ont compris que les terraformars ont développé leur pouvoir en les volant aux cadavres de ces héros tombés. Maintenant, elle refuse de mourir en vain. Rassemblant sa force, elle se libère et nage vers la surface de toutes ses forces. En même temps, le cafard qu'Akari affronte se libère aussi, montrant sa puissance. Mais Akari déclare sans hésitation qu'il vaincra cette créature dans les 2 prochaines minutes, déterminé à sauver Michel avant qu'elle ne manque d'air. Pendant ce temps, Alex pousse son corps à la limite en ramenant tous les membres de l'équipage en sécurité, révélant pour la première fois que sa capacité lui permet de voler grâce aux ailes d'un oiseau. Mais le temps presse. Michel, à peine à un souffle de la surface du lac, est tiré vers le bas à nouveau par le cafard implacable. Ses poumons commencent à se resserrer, sa vision se brouille et le poids écrasant des profondeurs menace de la faire sombrer dans l'inconscience. Chaque seconde qui passe réduit ses chances de survie. Alex atterrit avec l'équipage secouru, complètement essoufflé et trempé de fatigue, mais il n'y a pas de temps pour se reposer. Il regarde vers le chaos, déchiré entre 2 choix impossibles. Devrait-il aider Akari, qui se bat contre le cafard monstrueux à bord du navire, ou plonger à nouveau dans le lac pour sauver Michel, qui pourrait déjà être sur le point de se noyer. Soudain, Akari, ensanglanté et meurtri, se relève du sol. Bien qu'il ait été complètement dominé et presque écrasé il y a quelques instants, il serre les poings et se tient à nouveau debout, poussé par la simple volonté. Il serre les fils enroulés autour du cafard, bloquant ses membres en place. Et avec tout ce qu'il lui reste, il lance une attaque, assénant un coup de pied brutal directement dans la tête du cafard, le renvoyant s'écraser au sol. Le corps d'Akari hurle de douleur. Ses muscles sont épuisés par le surmenage, mais il sait qu'il ne peut pas s'arrêter. Si le cafard se relève, il reprendra le contrôle du navire. Et s'il échoue maintenant, Michel mourra. C'est alors qu'il révèle le pari qu'il a fait plus tôt. Il a secrètement attaché un fil unique à Michel lorsqu'elle a été traînée sous la surface pour la première fois. Et avec le dernier peu de force qu'il lui reste, il tire sur ce fil vers le haut, entraînant Michel des profondeurs du lac. Voyant Michel de retour à la surface, Alex réagit immédiatement, s'élançant pour terminer ce qu'Akari avait commencé. Il frappe avec précision, déchirant les ailes du cafard et brisant ses jambes avec un coup dévastateur de son lancer de baseball, mettant fin à la bataille. Mais le soulagement ne dure pas. Juste au moment où le chaos se calme, le système du navire s'allume avec un message de transmission SOS d'urgence. Akari, à bout de souffle et luttant pour rester conscient, se tourne vers le signal et se demande « Et maintenant ?» De l'autre côté, l'équipage d'Asimov fait actuellement face à des dizaines de terraformars aux pyramides et seul Dieu sait s'ils survivront car ce ne sont que des personnages secondaires jetables.
Michel reprend conscience et est surprise de voir qu'elle est à l'extérieur du lac. Se reprenant, elle regarde autour d'elle et trouve le cafard qui la traînait toujours accroché à ses jambes avec une forte emprise. Peut-être qu'il est venu à la surface avec elle quand Akari l'a tiré vers le haut. Malheureusement pour le cafard, il n'a plus la force de faire face à Michel dans sa forme habituelle. Alors qu'il tente désespérément de retourner dans l'eau, Michel ne montre aucune pitié, lui brisant les bras et les jambes. Puis, elle remarque une ficelle attachée à ses mains et réalise que c'était Akari qui lui avait sauvé la vie. L'autre cafard, qui n'a jamais raté une journée de musculation des jambes, saute derrière elle avec l'intention de finir Michel avant que les autres ne le finissent. Michel remarque les ficelles d'Akari attachées aux pattes du cafard et suppose le pire, exigeant de savoir ce que ce monstre a fait à son ami. Akari atterrit également à la surface quelques secondes plus tard, la laissant confuse et soulagée en même temps. Les tendons et ligaments du genou du cafard ont déjà été déchirés, mais il essaie toujours de se relever, alors Akari se prépare à terminer le travail, s'excusant auprès de Michel d'avoir accidentellement laissé ce cafard s'échapper quand il essayait de le capturer. Il lui donne sa veste, car elle est trempée, et lui dit de ne pas s'inquiéter, l'assurant que personne n'a été blessé dans leur division. Michel ne veut pas être traitée avec autant d'attention, même si elle aime clairement le traitement de princesse, et elle se porte volontaire pour finir le travail elle-même. Avec une grande force, elle donne un coup de pied au cafard, le rendant inconscient, et Akari termine le travail en utilisant ses cordes pour capturer le cafard avec succès. Ils retournent à leur vaisseau, qui s'est écrasé contre les montagnes rocheuses, et cela déçoit Michel, qui sait combien de problèmes inutiles ils devront maintenant traverser. Elle sait qu'Akari est en partie responsable de ce désordre, et Akari l'admet également, s'excusant de ne pas avoir géré la situation suffisamment bien. Quoi qu'il en soit, il l'informe du message d'urgence qu'il a reçu juste avant que le vaisseau ne s'écrase. C'était un appel de détresse de la 6e division romaine et de la 1re division américano-japonaise, ce qui signifie que l'équipage de Joe et celui de Shokichi sont tous deux en difficulté. Michel entre dans le navire pour essayer de communiquer avec Shokichi et Joe en utilisant la radio. En attendant, elle s'assure que tout va bien et conclut que la radio, l'énergie et la cage pour les insectes sont en bon état, mais le navire ne pourra plus voler. Toutefois, ils peuvent l'utiliser comme un véhicule terrestre, mais avant de bouger, elle demande à Akari et Alex de changer les pneus. En attendant, elle va se changer au loin. Les gars ne manqueront pas l'occasion, mais Yaeko se tient entre eux et Michel, ne leur permettant pas de jeter un coup d'œil. Alex et Akari ne peuvent pas croire que c'est ainsi qu'ils sont récompensés pour avoir sauvé la vie de tout le monde en les faisant changer les fichus pneus. Alex essaie de soudoyer Yaeko avec 5000 yens s'il elle le laisse passer, et elle, salivant à l'idée de la nourriture qu'elle pourrait acheter avec cet argent, ne l'autorise toujours pas. Alors Akari intervient, proposant 50 000 yens, mais c'est trop tard car Michel a déjà changé de tenue. Michel se demande si les autres divisions vont bien, car aucune d'elles n'a répondu à son message de suivi. Elle a un mauvais pressentiment sur la situation et soupçonne que quelque chose de plus grand et de plus sinistre se passe sur Mars. Pendant ce temps, Asimov s'avance pour donner un discours aux cafards sur sa théorie de leur évolution. Je veux dire, mec, qui a demandé? Mais écoutons quand même. Asimov croit que ces cafards ne sont pas naturellement devenus ces gigachads, mais ont été artificiellement modifiés par quelqu'un. Un des cafards réagit en disant « Merde à ta théorie, mec !» et lui écrase littéralement la tête, mais Asimov ne meurt pas. Il saigne juste un peu et contre-attaque en lui plantant un couteau dans le cou. Après avoir vaincu le cafard, il exige que les autres amènent leur chef devant lui. Asimov a les pouvoirs d'un crabe royal avec une grande coquille défensive, ce qui explique comment il n'est pas mort quand le cafard a frappé sa tête. Le crabe royal a des pinces mortelles, et en utilisant ce pouvoir, Asimov a vaincu le cafard. Mais il y a un autre pouvoir. Le crabe royal peut régénérer ses membres. Et Asimov régénère aussi le bras qu'il a perdu. Ses subordonnés le rejoignent au combat et ils se préparent à affronter des dizaines de cafards. Asimov révèle que sa propre fille est tombée malade à cause du virus martien, alors il appelle ces monstres les ennemis de l'humanité et avec un grand discours, il motive son équipage à les soumettre en utilisant toute leur force. En utilisant un excellent travail d'équipe, ils attaquent les cafards. Et Asimov lui-même affronte 3 cafards à la fois. Mais ensuite, de nulle part, 3 cafards émergent de la brume et Ivan est le premier à mourir aux mains d'un cafard qui rit moqueusement en tenant la tête coupée d'Ivan. Ce cafard, avec une grande rapidité, prend la tête d'Asimov avant même qu'il puisse réagir et ses 2 coéquipiers tuent les autres, mettant fin à la division russe. Ils pointent alors le navire, voulant en prendre le contrôle, quand Asimov est révélé être encore en vie, ainsi qu'Ivan,
et ils tentent une embuscade au cafard en tête, l'étranglant par derrière. Mais la question est, comment sont-ils encore en vie? Je veux dire, nous venons de voir leur tête décapitée. Eh bien, apparemment, ils ont utilisé une drogue hallucinogène sur les cafards pour leur faire croire qu'ils gagnaient. Et toute la partie où la tête est coupée était une hallucination. Au fur et à mesure que l'hallucinogène fait effet sur le cafard, lui faisant voir des choses qui perturbent complètement son esprit et le poussent à crier, Asimov continue de l'étrangler. Les deux autres cafards essaient de le faire lâcher prise. Mais il continue de s'accrocher, jurant de ne jamais faiblir avant de voir sa fille sortir de l'hôpital. Avec cette détermination, il frappe les deux cafards. Ivan vainc le dernier. Ivan, qui veut venger sa sœur décédée, prend le lance-filet d'Asimov et capture le cafard. Ils détiennent 2 terraformateurs et Ivan retourne à leur vaisseau où il pleure Elena, tandis qu'Asimov et les autres décident d'entrer dans les pyramides. Quel secret renferme-t-elle? Adolphe communique avec Michel, apprend la situation et demande s'il devrait aller aider les équipes de Shokichi et Joe. Mais Michel pense que leur priorité principale devrait être de se rendre sur le site du crash, où se trouve leur vaisseau spatial principal, lui disant de s'y rendre avant que Liu de Chine ou Asimov de Russie n'y arrivent, indiquant que même si tous font partie de la même équipe, la tension politique est toujours présente. Ailleurs, il est montré que tout l'équipage chinois gît sans vie, leur corps complètement carbonisé. L'équipe d'Asimov escalade la pyramide quand la nuit tombe et qu'une forte averse commence. L'équipe de Michel commence à voyager dans leur navire, sachant que la nuit est presque tombée. Et comme les cafards sont naturellement nocturnes, cela signifie la véritable guerre est sur le point de commencer. Il est révélé qu'une armée de terraformeurs s'est rassemblée devant le vaisseau de Joe et que toute l'escouade de Joe a également été réduite en cendres, tandis qu'il est le seul encore en vie, capturé pour être utilisé plus tard. Alors que la lutte contre ces insectes se poursuit, Adolphe commence à se souvenir de son enfance. Il a été formé en Allemagne, dans un foyer avec plusieurs autres enfants. Ils étaient tous là dans le cadre d'une expérience qui déterminerait l'avenir de toute la communauté allemande. L'expérience était si importante qu'il fallait décider d'utiliser des adultes ou des enfants. Finalement, les enfants ont été choisis comme le meilleur sacrifice. Ainsi, les scientifiques pouvaient les surveiller de près et confirmer si l'expérience réussirait. En bref, tous les enfants de cette maison n'étaient rien d'autre que des cobayes. La seule chose qu'ils avaient dans le labo, cependant, était de la pitié humaine. Leur patron les a approchés et a demandé si quelqu'un voulait se porter volontaire pour l'expérience. Il ne voulait forcer personne à y participer, il voulait simplement un volontaire. La chance était de son côté ce jour-là, ou peut-être que le courage était du côté d'Adolphe, car il s'est soudainement porté volontaire pour l'expérience suicidaire. C'était une greffe d'organes en mosaïque, et sa probabilité de survie était proche de 0. De retour sur le champ de bataille, la division d'Adolphe est actuellement l'une des plus fortes. L'une de ses meilleures équipières, Isabella, affronte les cafards sans la moindre pitié. Les autres enfants dans le transport la regardent se battre et ils ne peuvent s'empêcher de se sentir comme un fardeau. Elle fait tout le travail tandis qu'ils restent assis là. Adolphe reçoit un appel de Michel. Elle lui dit que la 4e division a besoin de renforts et lui demande d'y aller dès que possible. Il jette un coup d'œil aux enfants derrière lui. Leur lâcheté est pathétique. Il leur dit qu'ils ne sont pas faibles et que finalement tout le monde dans cette pièce devra se battre. Il leur dit de courir plus vite que leur ombre. Puis il rappelle Isabella et il se dirige vers la 4e division. En conduisant, évitant les insectes avant qu'ils puissent attaquer, Eva se demande quel genre de personne il est et quelles sont exactement ses compétences au combat. Ils arrivent à la 4e division de façon stratégique, seulement pour être accueillis par un essaim de cafards. Adolphe se gare et demande à Isabella d'emmener le transport de la 4e division avant que les cafards ne puissent le détourner. Puis il sort pour se battre. Les enfants le regardent, se demandant quel est son pouvoir secret. Eh bien, ils vont bientôt le découvrir. Pour la première fois, Adolphe défait la partie supérieure de sa chemise, révélant sa bouche. Il lance des couteaux sur les cafards et libère de l'électricité. C'est son pouvoir de star. Il immobilise immédiatement et prend le contrôle des cafards qu'il touche. Les enfants comprennent maintenant pourquoi il les fait se sentir si inutiles. S'il l'avait suivi dans la bataille, il n'aurait fait que gêner. Le pouvoir d'Adolphe est rare. Unique en son genre, il libère des courants électriques en forme d'anguilles. Oui, de vraies anguilles électriques, et elles peuvent détruire n'importe quel cafard qu'elles touchent. Cette électricité avait été intégrée dans son corps le jour de l'opération. Après avoir été déclaré réussi, les médecins se demandaient si Adolphe survivrait, si son corps pouvait supporter autant d'électricité.
Mais avec le temps, Adolf a commencé à se tenir debout et c'était déjà un signe que l'opération avait fonctionné. À partir de ce jour, Adolf croyait que sa vie avait été vendue à l'armée. Il ne ressemblait plus aux jeunes de son âge et est devenu un solitaire. Il faisait tout pour l'armée, espérant qu'un jour, il trouverait une chance de s'échapper et de tout arrêter. Malheureusement, ce jour-là est finalement arrivé, ou plutôt, ce qui est venu était un jour de rédemption. Il a continué sa vie solitaire jusqu'à ce qu'il rencontre une jeune femme. Elle était rayonnante, presque comme si les oiseaux volaient sous son commandement. Elle se tenait devant lui et il a rapidement fermé sa bouche. Elle s'est présentée comme Rosa et s'est assise à côté de lui, essayant de se rapprocher. Mais quand il n'a pas répondu correctement, elle est partie en disant que ce serait leur première rencontre. Le lendemain, en marchant seule dans l'école, elle l'a tapoté sur l'épaule et l'a salué avec un sourire avant de se précipiter vers ses amis, leur racontant avec enthousiasme qu'il était gentil. Plus tard, elle l'a présenté à eux, et ils ont découvert que son anniversaire était le 25 décembre, le jour de Noël. Un de ses amis a plaisanté en disant que puisqu'elle n'avait pas de rendez-vous et qu'ils n'avaient rien de prévu, ils devraient passer la journée ensemble. C'était une idée amusante qu'il ne voulait pas manquer, alors il a accepté avec joie. La nuit de Noël, ils ont visité un musée. Alors qu'elle pensait que c'était une journée ennuyeuse, pour lui, c'était le jour le plus significatif de sa vie. Il a même abordé un enfant qui avait demandé comment l'anguille électrique éclaire les lumières de Noël et l'a expliqué en détail. Ils ont quitté le musée alors que les lumières de Noël illuminaient le ciel. Rosa lui a offert un cadeau et a taquiné que maintenant il était si beau, d'autres filles le voudraient, puis elle lui a fait une autre surprise. Vous avez deviné, un bisou sur la joue. Elle a dit que ce jour-là était le plus heureux de sa vie et qu'elle ne l'oublierait jamais. Il était ravi. Il se souvenait que sa mère lui avait dit que s'il trouvait jamais une femme comme elle, quelqu'un qu'il aimait vraiment, il serait heureux. À cet instant, il a senti que la prophétie de sa mère était enfin en train de se réaliser. De retour sur Mars, des larmes coulent sur son visage. Il se demande pourquoi il pense à ce moment maintenant dans des conditions si difficiles. Mais oui, cette relation a commencé et s'est terminée la même année. Elle avait fleuri comme un arbre planté au Liban. Mais un jour, il l'a surprise en train d'être intime avec un autre homme. Elle a réalisé qu'elle avait été vue et a couru vers lui en larmes en s'excusant. Elle a attribué son infidélité à la solitude et à un manque de maîtrise de soi, le suppliant de lui pardonner. Elle l'a enlacé par derrière et a demandé une seconde chance. Il a accepté, ils ont continué la relation et bientôt elle est tombée enceinte et a accouché. Comme d'habitude, le laboratoire a effectué des tests pour voir si l'enfant avait hérité de son organe mosaïque. Le médecin l'a appelé pour l'informer que l'enfant ne l'avait pas fait. Cela ne le dérangeait pas, mais ensuite, le docteur ajouta que l'enfant n'avait rien hérité de lui du tout. L'enfant n'était pas le sien. Son monde s'effondra. Le docteur lui rappela qu'il allait bientôt sur Mars et lui conseilla de régler les choses avant de partir. Tenant le résultat du test dans sa main, il appela Rosa et lui dit qu'il rentrait à la maison. Sur Mars, il se bat bec et ongles, mais pas pour survivre. Non, il veut mourir. Les cafards ne sont tout simplement pas assez forts pour le tuer. Alors, que peut-il faire ? Il leur crie dessus, les défiant de venir et de se faire tuer. Les espèces d'insectes qu'Adolf combat ne sont pas ordinaires. Ce sont parmi les plus forts qu'il ait jamais affrontés. Ces spécimens particuliers viennent d'Indonésie et s'appellent Sia ferox. Ils possèdent une vitesse incroyable et des jambes puissantes, avec une force suffisante pour écraser quiconque se trouve sur leur chemin. Mais il y a deux personnes qu'ils ne peuvent pas écraser, même pas Adolf, mais Isabella. Elle saute sur l'une des bêtes et la tue sans effort. Quant à Adolf, il est trop brisé pour mourir. La douleur de la trahison est trop profonde. Chaque fois qu'il bouge ou qu'il fait un geste, des souvenirs de Rosa envahissent son esprit. Rosa, avec ce rouge à lèvres rouge, portant une jolie robe, séduisant un autre homme alors qu'il lui avait tout donné. Ce chagrin d'amour alimente son combat et il ne peut s'empêcher de se demander pourquoi il pense à elle en ce moment. Pourquoi maintenant alors que tout s'effondre? La faiblesse qui accompagne le fait de tomber amoureux est indescriptible. Si tu n'as jamais eu le cœur brisé, tu ne peux pas comprendre ce qu'il traverse. Il se souvient de l'homme caressant Rosa, touchant ce qu'il pensait être à lui seul. Tout ce qu'il voulait, c'était se sentir humain, et être avec elle le lui permettait. Ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est que cela réveillerait aussi la bête en lui. Il fait signe aux cafards de venir vers lui, les défiant, mais ils hésitent. Soudain, une voiture monte une colline à proximité. Le combat s'arrête. Un homme sort avec un drapeau étrange et parle dans une langue inconnue, signalant à Adolf. Immédiatement, tous les insectes commencent à marcher vers lui. Ils sont trop nombreux pour être comptés et il semble impossible pour un homme de tous les arrêter. Mais il n'y a rien que la haine ne puisse détruire. Pendant ce temps, dans la division de Michel, ils prennent des tours pour dormir. C'est à son tour de se reposer. Elle dit à Akira de dormir aussi, mais il s'inquiète. Et si les cafards attaquaient pendant qu'ils sont tous inconscients ?
Elle est d'accord avec sa préoccupation, mais elle lui rappelle que le repos fait aussi partie de la survie. Il passe son poste à Alex et s'allonge. Même Michel ne peut pas dormir. Le silence est trop épais, trop inquiétant. C'est le genre de silence que les enfants font juste avant de faire quelque chose de terrible, et elle a raison, c'est la catastrophe. De retour à la division d'Adolphe, il est assis par terre, entouré des cadavres brûlants de cafards tués. Le courant électrique scintille encore dans sa main, mais il est épuisé. Le combat ne l'a pas quitté émotionnellement, mais physiquement, il n'a plus rien. Les monstres, cependant, sont implacables. Ils ne s'arrêteront pas jusqu'à ce qu'ils soient anéantis. Mourir ne le dérange pas si cela signifie que les autres survivent. Ce ne serait pas la première fois qu'ils se sacrifient. Les enfants voient leur commandant s'effondrer et prennent une décision collective de le protéger, même s'ils savent qu'ils sont faibles. Eva se précipite vers lui tandis que les autres se lancent dans la bataille. Ils sont impuissants mais déterminés. Ils crient à Eva de traîner Adolphe dans le transport pour préserver ce qui reste de lui. Elle essaie, mais elle ne peut pas le faire seule. Les autres sont éliminés un par un, mais ils ne se rendent pas sans se battre. A même mort un insecte juste pour survivre. Les insectes, voyant que les enfants résistent, déploient un pistolet à cordes et commencent à les enlever. Eva, serrant Adolphe, se rend compte que son corps est froid, son cœur ne bat plus. Toute sa vie, Adolphe n'était qu'un outil pour le laboratoire allemand, pour l'armée, même pour ceux qui l'entouraient. Encore une fois, il se rappelle ce jour au musée avec Rosa, quand ils ont parlé des anguilles électriques. Il lui avait dit qu'il ne voulait pas continuer à vivre cette vie, mais d'une manière ou d'une autre, dans cette même vie, il avait trouvé le bonheur. Maintenant, il a des personnes à protéger, Eva, Isabella et les enfants. Leur vie sont entre ses mains. S'il n'agit pas maintenant, ils mourront tous. Soudain, son corps s'illumine. Il active le DAE, le défibrillateur externe automatisé. Il est conçu pour arrêter la fibrillation ventriculaire et relancer un cœur qui a cessé de battre. Mais plus important encore, il mesure quelque chose au-delà de la science, la volonté de vivre. Si la personne a la volonté, cela lui accorde une seconde chance. Et pour Adolphe, une seconde chance signifie une chose: exterminer jusqu'au dernier cafard sur son chemin. Il se lève, les monstres attaquent. Il lève les mains et, comme Moïse dans le livre de l'Exode, il invoque le tonnerre et l'éclair. Des tempêtes de grêle d'électricité s'abattent sur le champ de bataille, détruisant tout. Tout comme la grêle s'est abattue sur l'Égypte pendant des jours, Adolphe apporte une destruction divine sur Mars. Lorsque le sol est dégagé, il marche vers la colline où la voiture s'était arrêtée. Il lance son couteau sur l'insecte qui se tient là, mais celui-ci le sous-estime. Grosse erreur. Adolphe lui fait un doigt d'honneur et attend. Puis, comme le jugement lui-même, un éclair s'abat, frappant et détruisant l'insecte. Quel résultat? Les terraformes Mars évoluent maintenant. Ils ne sont plus les créatures stupides que les humains croyaient autrefois qu'ils étaient. Ils sont devenus plus intelligents, plus stratégiques, ils peuvent comprendre presque toutes les armes utilisées contre eux et ont développé leurs propres moyens de survivre à chacune. Mais il y a encore une chose qu'ils n'ont pas maîtrisée, la foudre. C'est pourquoi, lorsqu'Adolphe a lancé son couteau sur le drapeau de l'insecte, la créature a pensé que c'était quelque chose qu'il pouvait ignorer. Ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est qu'il transportait plus qu'un simple bord tranchant. Il portait la fureur de la tempête. Et à moins qu'il n'ait le destin d'un diable lui-même, il n'y avait aucun moyen pour lui de survivre au tonnerre qui suivit. Le coup affaiblit encore plus Adolphe. Son cœur avait déjà cessé de battre plus tôt, c'était la pure force de volonté qui le maintenait debout à ce moment. Après que le cafard sur la colline soit tombé, les autres se figèrent. Ils ont simplement cessé de bouger. Les enfants sont restés piégés dans les cordes, mais lorsque les cafards les ont soudainement lâchés, ils se sont demandé si c'était peut-être leur chance de survie. Adolphe n'a pas bougé non plus. Eva se tenait devant lui, pleurant et suppliant, criant pour que leur chef de division se réveille. Ses larmes n'étaient pas suffisantes pour le ramener jusqu'à ce qu'il lève lentement une main et les essuie de ses yeux. Ce qui aurait dû être la fin du jeu ne l'a pas été. Un nouveau cafard plus grand s'est avancé, il s'est dirigé vers celui qui avait été frappé par la foudre et s'est frappé la poitrine fermement. Il n'y a que deux façons de survivre, à un coup de foudre, la chance pure ou un traitement approprié. Adolphe avait supposé qu'il n'était pas capable de soins médicaux. Après tout, il n'était pas humain. Mais il avait tort, ils étaient plus que capables. Les compressions thoraciques ont fonctionné, l'insecte s'est relevé, la blatte géante a commencé à aboyer des ordres. Les autres blattes ont suivi sans hésitation, ils ont emmené les enfants pendant qu'Adolphe regardait impuissant. Il les plaignait profondément. Eva, la fille isolée de 18 ans d'une famille riche, vendue par ses parents à l'UNASA pour rembourser une dette. Boakou Eriksson, 21 ans, un orphelin qui a rejoint la mission pour régler les dettes laissées par ses parents décédés, et Sandra Offerman, 28 ans, une mère qui se bat pour gagner de l'argent pour le traitement de son fils et le vaccin coûteux qui pourrait le sauver. Ils comptaient tous sur Adolphe.
Il était leur dernier espoir. S'il abandonnait, non seulement il mourrait, mais les vaccins ne reviendraient même pas sur Terre. Mais quelque chose en lui a changé. Il n'était plus alimenté par la rage. Maintenant, c'était le pur désir, le désir d'aider les autres, de s'assurer que sa souffrance ait un sens. S'il survivait et retournait sur Terre, il ne vivrait plus dans la solitude, se croyant indigne. Il mènerait une vie qui vaut la peine d'être vécue. Les cafards se préparaient pour une autre attaque. Eva s'est avancée devant lui, prête à encaisser le coup. Combien une adolescente pourrait-elle endurer pour quelqu'un d'autre? Adolphe s'est lentement levé. Ce serait une honte pour un guerrier de mourir sans se battre. Il a levé son majeur et a invoqué une barrière électrique autour d'eux. Les balles ont rebondi, complètement inefficaces. La Blade géante a réalisé que la force brute ne fonctionnerait pas, alors elle a ordonné une nouvelle formation. Certaines Blades se sont agenouillées, créant une base, tandis que d'autres grimpaient armes sur elles. Ces Blades du niveau supérieur brandissaient des pierres attachées à des cordes, primitives mais mortelles, comme la fronde de David contre Goliath. Ils les ont lancés tous en même temps vers Adolphe. Il n'y avait aucun moyen de survivre à cela. Le sang d'Adolphe a éclaboussé la montagne. L'insecte leva une main, signalant aux autres de s'arrêter. Adolphe glissa des bras d'Eva et s'effondra au sol. C'était la fin pour lui, un homme qui a passé ses derniers moments à se battre pour ceux qu'il aimait. C'était une vie de sacrifice. Et bien que cela ait pu se terminer dans la douleur, c'était une vie accomplie. Eva avait à peine le temps de pleurer. Elle était brisée et en colère. L'insecte chef est descendu de la montagne, ordonnant aux autres de récupérer le corps d'Adolphe. Il n'était pas intéressé à l'enterrer. Il voulait l'étudier, il était un trésor scientifique. Eva, furieuse, a frappé l'insecte à plusieurs reprises. Ses coups de poing à peine perceptibles. Elle pleurait, criait et jurait qu'elle ne laisserait pas les autres emmener l'Adolphe qu'elle aimait. Alors que les cafards s'approchaient, un étrange bip retentit du corps d'Adolphe. À son insu, le laboratoire avait installé un mécanisme d'autodestruction, un protocole standard pour éviter que des technologies sensibles ne soient volées. Les cafards, réalisant ce qui allait se passer, se dispersèrent immédiatement. Eva et les autres n'ont pas couru. Pour eux, mourir avec l'homme qui avait tout donné était mieux que de survivre sur une planète où la survie elle-même n'était même pas garantie. Eva trempa ses doigts dans le sang d'Adolphe et y goûta. « Nous mourrons ensemble », murmura-t-elle, unis par le sang. Quelques instants plus tard, l'explosion illumina le ciel avec un éclair tonitruant. De sa position, Alex a vu l'éclair et a appelé Akiri et Michel. Il savait que c'était l'emplacement de la 5e division. Michel ferma les yeux. « Adolphe est parti », dit-elle. De retour sur Terre, Rosa n'a pas reçu son paiement mensuel habituel du laboratoire. Indignée, la jolie croqueuse de diamants a eu l'audace d'appeler la société pour se plaindre. Ils lui ont dit qu'il n'y avait pas d'Adolphe inscrit dans leur dossier. Son cœur s'est effondré. Pendant ce temps, au laboratoire, le scientifique en chef était frustré que sa création ait été détruite si rapidement. Son assistante, Reiko, a demandé si ce qu'ils avaient fait à Rosa était éthique. La scientifique l'a repoussé. Rosa a causé sa propre chute, a-t-elle affirmé. Puis elle a demandé à Reiko s'il était vierge. Confus, il a répondu non. Sa réponse ? Bien, garde ça. La force d'un homme fort, c'est l'amour. Rosa était-elle un pion dans leur plan ? L'ont-ils envoyé intentionnellement à Adolphe pour raviver sa volonté de vivre ? Qui sait, Adolphe était parti maintenant, pas que ça ait importé au docteur. Elle se préparait déjà à concevoir une autre arme, mais la mort d'Adolphe ne signifiait pas que le combat était terminé. Dans la première division, Marcos traversait encore les ennemis avec une vengeance brûlante dans son cœur après la mort de sa sœur. Il se battait imprudemment, Shokichi l'a averti de ne pas mourir. Sans lui, leur division s'effondrerait. Alors, malgré tout, il tenait bon, tout comme la division 2. Keiji a appelé Marcos, le distrayant juste assez pour qu'un cafard porte un coup. C'était brutal, mais pas fatal. Même s'ils mouraient, la division 1 n'était pas sans défense. Ils avaient leur propre force de frappe, une machine littérale, Sanjo Kanako, planant dans le ciel et abattant chaque monstre sur son chemin. Et Keiji, fort, intrépide et implacable. De nombreux grands combattants sont apparus dans cette guerre. Dites-moi dans les commentaires, qui est votre préféré jusqu'à présent? Sanjo Kanako, une martinée à ventre blanc, est forte et féroce. Elle peut voler aussi vite qu'un aigle, elle est incomparable et personne ne peut la regarder en face. Elle court et utilise sa lame pour tuer plusieurs des cafards. Eh bien, la meilleure motivation pour chronométrer votre ennemi est la peur. Et après qu'elle en a tué plusieurs, la peur apprend aux autres comment ils peuvent l'atteindre. Donc, tandis qu'elle court et tue comme elle le fait un bon jour, ils tendent un filet devant elle et tentent une embuscade.
Ils la capturent avec succès. Ils la regardent comme une proie, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont la proie dans son livre. Marcos court vers elle avec son épée et tue les cafards qu'il avait capturés. Il la remercie d'avoir gagné plus de temps afin qu'il puisse régler les autres avec lesquels il se battait. Mais au lieu de le remercier, Kanako lui dit qu'il devient arrogant. C'est juste une blague interne cependant. Elle sort son épée de ses ailes et coupe le filet, montrant qu'elle aurait pu se sauver. Alors qu'ils se préparent à combattre et à tuer les blattes restantes, Marcos prie et espère que Keiji peut tenir sa position là où il est. Comme il l'avait espéré, Keiji est sous la montagne, essayant de combattre un insecte. Qui est Keiji? Vous vous demandez sûrement. Il a sa propre histoire, l'histoire qui l'a motivé à venir sur Mars. Keiji, enfant, était un boxeur, un sérieux. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève, il part pour son jogging habituel, puis marche jusqu'à la salle de boxe avant de rentrer chez lui chaque week-end. C'est un garçon simple avec une seule motivation. Il devient champion du monde des poids lourds et à la salle, il n'a pas de temps pour se faire des amis. Même les potins ne l'intéressent pas. Un vendredi, comme tous les autres vendredis, il quitte la salle de sport tôt et demande à rentrer chez lui. Un de ses collègues lui rappelle qu'il est encore tôt et qu'ils peuvent aller manger ensemble, mais il ne veut pas de repas. Après son départ, le gars dit à l'instructeur que Keiji ne manque jamais son voyage hebdomadaire chez lui. Sa mère habite loin et il prend toujours le bus de 16h30 chaque week-end. Ce vendredi-là, il rentre chez lui et trouve sa mère sur le lit. Elle l'accueille, il la salue, ferme la fenêtre et lui demande ce qu'elle veut pour le dîner. Comme toutes les autres familles adorables, Keiji dîne avec sa mère et ils discutent et plaisantent, même en se moquant de son père. Mais plus tard dans la soirée, après que sa mère soit allée se coucher, Keiji se retire dans sa chambre et remarque qu'il ne peut pas lire quelque chose sur son mur. Après plusieurs tentatives pour le lire, il en conclut que sa vue baisse, alors il va rapporter cet incident malheureux à sa mère. Un an plus tard, Keiji abandonne sa carrière de boxeur à cause de sa vue et travaille maintenant comme livreur. Lors d'une livraison, l'homme à qui il livre demande s'il vit maintenant sur l'île. Sans se sentir mal que sa carrière soit terminée, Keiji lui dit que ses yeux sont mauvais et qu'il restera sur l'île. Quand il retourne à son vélo, il trouve une lettre adressée à lui de Yunasa. Il rentre à la maison tout de suite, il dépose ce qu'il a acheté dans la cuisine, prend un nouveau verre pour changer l'eau sur la table, puis il sort pour rencontrer Mitchell, qui veut lui parler d'une bagarre. En rencontrant Mitchell, elle va directement au but. Ils ont une mission vers Mars et ils ont besoin de son aide. La mission semble impossible mais aussi excitante. Pourtant, Keiji manque de motivation pour rejoindre. Mitchell lui dit que s'il rejoint, ils ont une meilleure chance de sauver le monde et il pourrait même gagner suffisamment pour rembourser ses dettes. Cela signifie que Mitchell sait tout sur lui, comment il a emprunté de l'argent pour plusieurs chirurgies oculaires qui n'ont pas fonctionné et comment il s'est fait escroquer une énorme somme d'argent. Elle a fait ses devoirs, mais ce n'est toujours pas suffisant pour le faire se battre. Il se lève et lui dit qu'il n'a plus la force de se battre ni la motivation. Il s'éloigne et Mitchell se demande pourquoi il n'a même pas pu manger son dessert avant de partir. Un boxeur jusqu'au bout. Alors qu'il court chez lui, plusieurs pensées traversent son esprit. De son premier combat, sa relation avec sa mère, à comment elle a toujours voulu qu'il ait une vie au-delà de la boxe. Peut-être que cette mission est la nouvelle vie qu'il cherchait. Il retourne au laboratoire et retrouve à nouveau Mitchell. Il a juste une question, peut-il choisir la partie de son corps qu'il veut améliorer pour le combat? Elle lui dit oui, bien que certaines améliorations ne fonctionnent que pour certaines personnes. Il accepte de les rejoindre. Elle suppose qu'il veut des compétences avancées en boxe, mais non, il veut améliorer sa vue. Sur Mars, il se tient devant un monstre qui pourrait soit le tuer, soit être tué par lui. Il pense maintenant à sa motivation, il en a deux. Tout d'abord, il y a les nouveaux amis qu'il s'est fait, il veut les protéger parce qu'ils lui ont tous confié leur vie. Deuxièmement, il a une vue excellente, il peut maintenant voir si bien qu'il peut repérer sa mère à la fenêtre de sa maison insulaire, même depuis une autre île. Eh bien, la passion seule ne gagne pas un combat, cela ne fonctionne que lorsque votre adversaire est faible. Malheureusement, son adversaire ne l'est pas. L'orbe noir est un insecte avec un dos en forme de crabe, si fort qu'il lui faut seulement 10 secondes pour se remettre d'un coup. Il est impénétrable. Son deuxième adversaire est la crevette menthe paon, qui utilise des rochers comme arme. À chaque fois que Keiji le frappe, l'insecte riposte avec plusieurs coups. Tout au long du combat, Keiji reste plongé dans ses pensées, essayant de trouver comment gagner. Malheureusement, l'orbe noir réalise que la plus grande force de Keiji est sa vue. Rapide et calculateur, l'orbe est surpris que Keiji puisse encore prédire ses attaques, alors il vise l'œil droit de Keiji. Keiji met plusieurs secondes à se remettre et sait que l'orbe vient vers son côté gauche. Il ne peut pas mourir ici.
Pas maintenant. Il a fondé une bonne famille et ils lui ont appris que la vie ne se résume pas à la boxe. Il peut revenir sur Terre et réaliser le rêve de sa mère de le voir vivre une vie au-delà du ring. Alors qu'il tente de se rétablir, le paon attaque avec une ficelle. Keiji tombe, presque assommé, il se souvient à nouveau de son passé. Chaque fois qu'il se bat, les acclamations vont généralement à son adversaire, pas à lui. Mais même sans applaudissements bruyants, il sait que sa mère regarde et l'encourage de loin. Encore plus chanceux maintenant, il a des amis qui crient aussi son nom et cela suffit à le rendre heureux. Il rassemble ses dernières forces et frappe l'insecte sauvagement. Il perce la carapace et l'insecte tombe. C'est comme un KO dans un match de boxe. Keiji a gagné. La guerre continue, mais Shokichi n'est pas vraiment intéressé à combattre n'importe quel insecte ou chaque insecte. Il a un intérêt particulier pour un insecte en particulier, la crevette menthe paon. Il demande aux autres membres de sa division de lui laisser celui-là. Sa raison, c'est spectaculaire et la vérité derrière cela sera bientôt révélée. Aki, une jeune femme ayant une longue histoire avec Shokichi, fait partie du groupe venu sur Mars pour ce combat. Elle est un personnage fascinant et le lien entre elle et Shokichi est profond. Dans un flashback, Shokichi se souvient d'un moment où il mangeait un ver à soie, lui en offrant une bouchée. Aki, avec sa forte aversion pour les vers, a refusé à cause de sa phobie. Alors que la bataille sur Mars s'intensifie, Shokichi revient seulement pour trouver le corps sans vie d'Aki. L'insecte qu'il a tué a laissé derrière lui des traces de son attaque signature. Une attaque que seule la crevette utilise. La puissance de la vengeance alimente les prochaines actions de Shokichi. Il est déterminé à vaincre cet insecte. La crevette l'entoure avec ses attaques mortelles de fil, mais Shokichi, avec une force immense, déchire les fils et frappe la crevette. Il saute en arrière et voit la peur dans les yeux de la crevette. Shokichi rappelle à la crevette qu'elle a choisi cet endroit pour leur combat, la narguant en lui demandant si elle est fatiguée. La crevette lance quelque chose dans le ciel, mais Shokichi demande si elle s'enfuit. Shokichi donne rapidement plusieurs coups, se remémorant tous ses souvenirs avec Aki, notamment le douloureux moment où il l'a trouvée devant sa maison, effrayée par les vers. Avec ses souvenirs alimentant sa rage, Shokichi porte le coup final à la crevette, qui ne peut éviter ses attaques et meurt. Après le combat, Shokichi vérifie l'état de Keiji, lui demandant s'il va bien. Keiji, encore en train de se remettre de son combat avec l'orbe noire, remarque les cornes sur la tête de Shokichi et demande si les cornes sont une récompense pour avoir été avec Yunasa pendant 20 ans. Cependant, le véritable pouvoir de Shokichi vient de ses kills qui sont liés à la capacité de ses frelons. Alors qu'il regarde vers le haut depuis le trou dans lequel il se trouve, la nécessité de grimper pour s'en sortir devient évidente. Pendant ce temps, la division d'Asimov continue de prospérer. Ils entrent dans une pyramide sur Mars, mais quelque chose semble étrange. Asimov remarque un insecte ressemblant à un ver à soie et le ramasse. Il demande à Ivan s'il ressent la même inquiétude. En effet, depuis qu'ils sont entrés de ce côté de la pyramide, aucun insecte ne les a attaqués et personne ne les a suivis. Cela indique que cette zone n'est pas importante pour les insectes. Asimov partage son soupçon et insiste pour qu'ils restent en arrière pour enquêter sur ce qui se passe réellement. Ailleurs, Marcos termine son combat avec les insectes et attache son arme. Kanako, impressionné par sa force et son utilisation à la fois d'un bâton et de cordes, lui parle de ses performances. Marcos admet qu'il s'est amélioré, mais il confesse qu'il a encore du mal à utiliser les deux armes en même temps. Il pense à sa motivation, la mort de sa sœur aux mains des cafards. Il ne peut pas les laisser survivre. Soudain, il voit quelque chose d'étrange, une lumière venant du ciel. Asimov et son équipe, alors qu'ils sont dans la pyramide, remarquent quelque chose qui ressemble à une arme. Asimov réalise que c'est la sonde que les humains ont perdue sur Mars il y a plusieurs années. Quand ils l'ont perdue, ils ont supposé que les cafards étaient seulement intéressés par les provisions de la sonde, y compris la nourriture, les commodités, les médicaments et tous les autres éléments. Mais maintenant, il a découvert que le réservoir de provisions, la sonde, contenait des connaissances vitales que les cafards ont apprises et utilisées contre eux. Cette révélation change tout. Keiji, toujours perdu dans ses pensées, se demande à haute voix comment les cafards seraient remontés à la surface s'ils avaient gagné. Shokichi convient que le comportement des cafards est étrange et il réalise qu'ils ont été attirés dans le trou. En levant les yeux, il voit le chaos se dérouler au-dessus, les cafards bombardent la surface de Mars. Chaque explosion fait fondre les corps de quiconque elle touche. Marcos, heureusement pour l'instant, esquive les bombes, mais une partie de lui est touchée, faisant disparaître son pouvoir. À l'intérieur de la pyramide, Asimov découvre quelque chose d'encore plus troublant, des dessins d'un corps humain et des images de squelettes révélant un cadre semblable à un laboratoire. Il semble qu'un des pays impliqués dans la mission sur Mars ait trahi l'humanité,
Et les cafards ont gagné bien plus que prévu. À la surface, les cafards sont assoiffés de sang, attaquant sans distinction quiconque ils peuvent. Les enfants, pris au milieu, n'ont aucune échappatoire. Ils ne peuvent pas avancer sans affronter les cafards, et ils ne peuvent pas courir dans le feu sans fondre. Avec l'urgence qui monte, Shokichi contacte les membres de sa division, leur demandant de tenir bon alors qu'ils se précipitent pour les sauver. Shokichi saute à travers les cordes, espérant revenir à temps. Cependant, même Marcos, d'habitude une force de la nature, ne peut pas échapper aux cafards. Alors que les insectes se rapprochent de lui, il se demande si c'est ainsi que sa vie va se terminer. Mais la chance est de son côté. Juste au moment où les cafards sont sur le point d'attaquer, un nouveau guerrier nommé Alex K. Stewart arrive, brandissant sa batte de baseball comme une arme. La technique d'Alex est spéciale. Bien que les cafards aient copié toutes les techniques humaines, ils n'ont jamais pu reproduire le talent de lancer d'Alex. Avec des lancers précis, Alex décapite les cafards en lançant un à Marcos, qui parvient à activer son pouvoir juste à temps, utilisant son bâton pour frapper la balle et vaincre plusieurs ennemis. Le partenariat entre Marcos et Alex, avec leur capacité unique, crée un combat basé sur le baseball à la fois excitant et dynamique. Finalement, Shokichi s'en sort du trou, demandant si les enfants vont bien. Il regarde dans le feu, repérant du métal invisible se déplaçant à l'intérieur, réalisant que les cafards tentent d'ouvrir une porte. Kanako arrive pour aider Marcos qui est allongé par terre. Il la rassure qu'ils ne sont pas seuls, appelant Alex à l'aide. Michel, rejoignant l'équipe, s'occupe de ses membres de division blessés. Il s'excuse d'avoir échoué, mais Michel les rassure qu'elle s'occupera du reste. Elle entre dans le feu, son pouvoir activé, déterminée à tuer le cafard métallique. Réussira-t-elle? La première division et la deuxième division se sont réunies avec succès. Ils envoient un signal à la Terre à ce sujet, et le chef des missions alliées, Ichiro, est heureux de ce rapport. Mais ils s'inquiètent du fait que la seule information qu'ils ont reçue vient de Mars. L'autre division est restée silencieuse. Il reçoit également un appel du premier ministre Hiruma et du président Goodman, alors il rejoint l'appel. La conversation de cet appel est inconnue, mais le président lui dit que la seule raison pour laquelle il l'informe est parce qu'il est le chef de la mission alliée. Pendant ce temps, sur Mars, la situation s'est aggravée. La probabilité que quelqu'un survive est désormais quasi nulle, mais tout le monde là-bas est motivé par une chose ou une autre et ils ne laisseront pas leur motivation mourir. Avec l'union de la division 1 et 2, Akiri et Alex retrouvent Marcos. Comme vous pouvez l'imaginer, Akiri découvre la mort de Sheila et sa colère décuple. Il lance son fil dans le combat pour se battre et il peut voir que l'insecte qu'il est sur le point de combattre est un grillon taupe. Les grillons taupes ont la capacité de grimper, nager, creuser des trous, courir, sauter, voler et même pleurer. On les appelle les insectes aux 7 talents, avec une force de bras étonnante également. Mais quelle que soit sa force, Akiri est motivé par quelque chose de plus fort, la mort de son ami, alors il les attaque. D'un autre côté, Michel essaie de vaincre le scarabée arc-en-ciel. Elle tente de l'attaquer, mais il continue de régénérer son corps et ses forces. Jared lui crie de le laisser rejoindre le combat, mais elle refuse de le laisser entrer car elle ne veut pas qu'il meure. Il affirme qu'il veut le faire. Il n'était rien qu'un raté, un perdant sans compétence, mais quand elle est venue le voir et lui a parlé de la mission, il y a réfléchi. Et la mission pour sauver le monde est la seule chose qui lui a donné une identité, donc il veut le faire. L'entendre parler est tellement motivant que Michel lui lance la télécommande pour qu'il puisse participer. D'autre part, Alex et Marcos se retrouvent. Marcos ne peut s'empêcher de se sentir comme un échec car il n'a pas pu protéger Sheila. Il s'incline devant Alex en larmes et s'excuse. Ils sont au milieu de la bataille et les cafards ne peuvent pas comprendre le drame, mais quand ils essaient d'intervenir, Alex les arrache avec colère. Il va voir Marcos, lui rappelant les raisons de leur présence ici. Ils sont ici pour changer leur vie et aussi protéger leur sœur. Mais comme ils ont perdu leur sœur, ils doivent la venger et changer le monde aussi. Alors, il exhorte Marcos à continuer de se battre. Shokichi les rejoint avec Keiji. Ils se tiennent au milieu de tous les monstres et s'encouragent mutuellement. Il leur dit qu'ils gagneront la bataille et toutes les autres batailles et que leur vaisseau de sauvetage arrivera dans 39 jours. Ils doivent donc s'assurer de survivre jusque-là. Avec Michel, elle demande à Jared de faire l'écolocalisation. Cela se fait en émettant des sons pour trouver l'emplacement direct des scarabées. Il le fait et dit à Michel que le scarabée est autour d'elle. Elle l'attrape et le combat. Elle le frappe
mais découvre que l'insecte copie tous ses mouvements. Elle s'y accroche pendant que l'insecte s'accroche à elle. Jared essaie de la prévenir de partir, mais lâcher prise ne fait pas partie de son vocabulaire. Elle continue de voir des fleurs pendant qu'elle se bat. Elle dit au scarabée que le fait de la tenir de cette manière peut être qualifié de harcèlement dans le monde normal, avec plusieurs sanctions comme l'emprisonnement ou l'amende. Mais pour lui, c'est la mort. Alors, elle le tue. Au laboratoire, Ichiro revient avec le rapport, mais son assistant ne peut pas comprendre. Que va-t-il exactement arriver à Shokichi et aux autres? Ils attendent un navire de sauvetage, mais même à ce moment-là, le navire de sauvetage n'a pas quitté la Terre. La conversation entre le professeur Honda et Iruma Shichize se poursuit. Il dit à Honda que toutes les communications entre Mars et l'UNASA ont été coupées et qu'elles sont noires. Cela ne signifie pas que les personnes sur Mars sont mortes, mais que quelqu'un interfère avec la communication. Cela semble si étrange à Honda, qui sait que les cafards ne peuvent pas être assez forts pour réussir cela. Cela pousse Shichize à révéler ce qu'il appelle les combattants et les furtifs. Pour lui, les combattants sont ceux qui se battent, tandis que les furtifs sont ceux qui tuent. Pour lui, à l'UNASA, la division américaine, il y a des combattants et des furtifs. La division compte 14 capitaines dont il fait partie, mais il ne permettrait jamais à quelqu'un qui n'est pas américain de gagner. Alors le monde entier se bat contre eux et non avec eux. Cela signifie qu'Akir et Mitchell ne réussiront jamais, pas plus que l'expérience de Honda, alors il supplie Honda de le rejoindre pour un voyage dans l'espace. À la pyramide, la division continue de regarder la carte avec les cafards. Ils réalisent comment les cafards ont découvert où chacun d'eux allait atterrir, comment leur premier atterrissage initial sera, et même comment ils ont pu entrer dans leur vaisseau spatial. Un examen plus approfondi révèle un lieu pour un faux atterrissage qu'ils prédisent être l'atterrissage des personnes qui les ont trahis et travaillent avec les cafards. La guerre continue aussi sévèrement que possible. Tout le monde dans ce combat donne le meilleur d'eux-mêmes, ne voulant pas mourir. Et sachez que leur motivation est bien plus que la mort. Ils veulent venger leurs proches, récupérer ce vaccin et sauver l'humanité. Ichiro ne veut pas non plus accepter la déclaration du président concernant le vaisseau de sauvetage. Il a formé une relation sincère avec Shokichi et il ne le laissera pas mourir comme ça. Alors, il lance un vaisseau spatial lui-même, espérant sauver l'équipage. Le combat devient plus intense à chaque instant sur Mars, mais Akir, parlant au nom des autres, insiste sur le fait qu'ils ne renonceraient pas, qu'ils combattent des cafards ou les humains qui les avaient trahis, ils ne s'arrêteront pas jusqu'à ce qu'ils gagnent. Quel combat! L'équipe restante comprend Shokichi, Akir, Marcos, Jared, Mitchell, Asimov et toute sa division. Sur 100 guerriers, moins de 20% restent et plusieurs mourront plus tard. Qui survivra à cette guerre? Quel pays les a trahis? Je pense que c'est Shichize. Mais abonnez-vous à cette chaîne et aimez cette vidéo pour un récapitulatif de la saison 2 où vous verrez tous les potins. À la prochaine.